Vous pensez que mars est un mois de transition tranquille au jardin? Détrompez-vous. C'est en réalité le sprint le plus important de toute l'année, une seule erreur, un seul oubli en mars, et c'est toute votre saison de récolte qui peut être compromise. Beaucoup de jardiniers l'ignorent, mais c'est maintenant que tout se joue. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement vous donner quelques conseils, je vais vous livrer un plan d'action complet et détaillé semaine par semaine, presque jour par jour, pour faire de votre mois de mars la fondation d'un potager incroyablement productif. Restez bien jusqu'à la fin car vous découvrirez la tâche la plus contre-intuitive mais la plus essentielle que personne ne pense à faire ce mois-ci. Alors, prêt à mettre les mains dans la terre? Avant de plonger dans le vif du sujet, comprenons pourquoi mars est si spécial. Ce n'est pas juste un mois sur le calendrier, c'est le réveil officiel de la nature. Après des mois de dormance, le sol commence à se réchauffer doucement. La vie microbienne, ce moteur invisible de votre potager, se réactive. La durée du jour augmente de manière significative, donnant le signal à des milliers de graines qu'il est temps de germer. C'est un équilibre fragile. D'un côté, une énergie de croissance explosive. De l'autre, le risque permanent des gelées tardives, de la météo capricieuse, d'un sol encore froid et gorgé d'eau. Agir trop tôt est aussi risqué qu'agir trop tard. Mars est donc le mois des décisions stratégiques. Chaque action que nous allons détailler ensemble est conçue pour accompagner ce réveil en douceur, pour protéger la jeune vie et pour préparer le terrain à l'explosion de croissance d'avril et mai. C'est un véritable jeu d'échecs avec la nature et je vais vous donner toutes les clés pour gagner la partie. Commençons par la toute première semaine de mars, que j'appelle la semaine de l'état des lieux et du grand nettoyage. Avant même de penser à semer, il faut observer. C'est votre mission numéro 1. Promenez-vous dans votre potager, carnet en main. Notez les zones qui sont encore gorgées d'eau, celles qui sèchent le plus vite. Repérez les endroits où les herbes indésirables, les plus coriaces, commencent déjà à poindre. C'est une mine d'informations sur la santé de votre sol. Ensuite, passez au nettoyage. Retirez délicatement les feuilles mortes et les débris végétaux qui pourraient abriter des maladies ou des parasites. Attention, ne mettez pas tout à la poubelle. Les feuilles saines peuvent aller sur le compost. Taillez les tiges sèches des vivaces de l'année précédente pour laisser la place aux nouvelles pousses. Si vous aviez laissé des cultures en place pour l'hiver, comme des poireaux, c'est le moment de récolter les derniers. L'idée est de faire place nette, de permettre à l'air et au soleil de commencer à réchauffer et assécher la surface du sol. C'est un travail méticuleux, mais imaginez que vous préparez une toile vierge avant de peindre votre chef-d'œuvre de l'été. C'est exactement ça. Maintenant que le terrain est propre, parlons du sol. La deuxième grande mission de la semaine 1, c'est de commencer à le préparer, mais avec une extrême douceur. L'erreur la plus commune est de se précipiter sur sa bêche et de tout retourner. C'est une très mauvaise idée en mars. Le sol est souvent trop humide et vous risquez de détruire sa structure, de créer des grosses mottes compactes qui mettront des semaines à se défaire. La meilleure approche est d'utiliser une grelinette ou une fourche-bêche. L'objectif n'est pas de retourner la terre, mais de l'aérer. Enfoncez l'outil verticalement et faites simplement un léger mouvement de levier d'avant en arrière. Vous allez créer des micro-fissures qui permettront à l'air et à l'eau de mieux circuler sans perturber les différentes couches du sol et sa vie microbienne. Après cette aération, c'est le moment idéal pour un premier apport de matière organique. Étalez une fine couche de compost bien mûre, de 2 à 3 cm maximum, à la surface de vos futures planches de culture. Ne l'enfouissez pas, contentez-vous de l'intégrer superficiellement avec un croc ou un râteau. Les vers de terre et les micro-organismes se chargeront de le faire descendre en profondeur. C'est comme offrir le petit déjeuner à votre sol pour lui donner l'énergie de bien démarrer la saison. Pendant que le sol se réveille dehors, l'action commence sérieusement à l'intérieur. La première semaine de mars est le moment parfait pour lancer les semis des cultures qui ont besoin de beaucoup de chaleur et d'un long temps de croissance. Je parle bien sûr des stars de l'été, les tomates, les poivrons et les aubergines. Ne vous précipitez pas, la qualité prime sur la quantité. Choisissez des contenants propres, des godets, des plaques alvéolées ou même des pots de yaourt percés au fond. Remplissez-les d'un terreau pour semis de bonne qualité, fin et drainant. Tassez légèrement et humidifiez-le avant de semer. Pour les graines, placez-en 2 ou 3 par pot à quelques millimètres de profondeur. Recouvrez d'une fine couche de terreau et tassez à nouveau délicatement. L'étape cruciale est la chaleur. Ces graines ont besoin d'une température constante, entre 20 et 25 degrés pour bien germer. Une mini-serre chauffante est idéale, mais une place au-dessus d'un radiateur couverte d'un film plastique peut très bien faire l'affaire. Dès que les premières pousses apparaissent, retirez le couvercle et placez vos semis à la lumière la plus vive possible, derrière une fenêtre bien exposée, pour éviter qu'ils ne filent en cherchant la lumière. Mais tout ne se passe pas à l'intérieur. Si votre sol est suffisamment ressuyé, c'est-à-dire qu'il ne colle plus aux outils, vous pouvez déjà effectuer quelques semis directement en pleine terre. Il s'agit des légumes les plus rustiques.
ceux qui ne craignent pas un petit coup de froid. Les champions de cette catégorie sont les pois et les fèves. Ils peuvent germer dans un sol encore frais. Pour les pois, tracez un sillon de 4 à 5 cm de profondeur. Semez une graine tous les 2 ou 3 cm. Pour les fèves, qui ont de grosses graines, faites des trous, appelés poquets, de 5 cm de profondeur et déposez une graine tous les 15 cm. Une fois le semis fait, recouvrez de terre fine et tassez légèrement avec le dos du râteau. N'arrosez pas immédiatement si la terre est déjà humide pour éviter de faire pourrir les graines. Pour les protéger de l'appétit des oiseaux, qui sont friands de ces jeunes pousses, vous pouvez installer un filet de protection ou simplement des branchages entrelacés au-dessus de vos rangs. C'est une sensation incroyable de mettre les premières graines en terre, c'est le véritable coup d'envoi de la saison au potager. Terminons cette première semaine très active par une tâche souvent négligée mais absolument essentielle. La maintenance des outils. Vous aurez beau avoir la meilleure terre et les meilleures graines, si vos outils sont en mauvais état, le jardinage peut vite devenir une corvée. Profitez d'une journée pluvieuse pour vous y atteler. Commencez par un grand nettoyage, enlevez toute la terre séchée avec une brosse métallique, désinfectez les lames de vos sécateurs et cisailles avec de l'alcool à brûler pour éviter de propager des maladies d'une plante à l'autre. Ensuite, l'affûtage. Un sécateur bien aiguisé fait des coupes nettes qui cicatrisent mieux. Une bêche au tranchant affûté pénètre dans le sol avec beaucoup moins d'effort. Utilisez une lime ou une pierre à affûter en respectant l'angle d'origine de la lame. Enfin, protégez vos outils de la rouille. Passez un chiffon imbibé d'huile de lin sur toutes les parties métalliques. Vérifiez aussi les manches en bois. S'ils sont abîmés, poncez-les légèrement et passez également une couche d'huile de lin pour les nourrir et les protéger de l'humidité. Un arsenal d'outils propres, affûtés et bien organisés, c'est le secret d'un jardinier efficace et heureux. Nous entrons dans la deuxième semaine de mars. Le sol s'est un peu réchauffé et avec lui, les premières herbes indésirables apparaissent. C'est le moment de la première grande session de désherbage et c'est une bataille cruciale. Agir maintenant, alors que ces herbes sont encore au stade de plantule, est infiniment plus facile et efficace que d'attendre qu'elles soient bien installées. Elles ont de toutes petites racines et s'arrachent sans effort. En enlevant cette première vague, vous réduisez considérablement la concurrence pour l'eau, la lumière et les nutriments dont vos futures cultures auront besoin. Privilégiez les méthodes manuelles. Une binette ou un sarcloir vous permettra de travailler en surface sur les allées et les planches non encore cultivées. Pour les zones où vous avez déjà semé, comme les pois, le désherbage se fait à la main avec précaution. C'est un travail méditatif qui vous permet aussi de continuer à observer votre sol. Est-il encore compact par endroits ? Y a-t-il beaucoup de vers de terre ? C'est aussi le moment d'identifier les types d'herbes présentes. Leur nature vous donne des indications sur l'état de votre sol. Par exemple, la présence massive de liserons peut indiquer un sol trop compact et riche en azote. C'est bien plus que du nettoyage, c'est un dialogue avec votre terre. La deuxième semaine est aussi le moment idéal pour planter certaines cultures qui s'installent par bulbes ou tubercules. Je pense notamment à l'ail, à l'oignon et à l'échalote si vous ne l'avez pas fait à l'automne, ainsi qu'aux pommes de terre les plus précoces. Pour l'ail, l'oignon et l'échalote, séparez les cailleux ou les bulbes et plantez-les pointe vers le haut en les enfonçant juste assez pour que la pointe affleure à la surface du sol. Respectez un espacement d'environ 10 cm sur le rang. Pour les pommes de terre précoces, il est fortement conseillé de les avoir fait germer au préalable. Pour cela, placez-les 1 mois avant dans une cagette, à la lumière et au frais. Pour qu'elles développent de petits germes trapus et violets, tracez ensuite un sillon de 10 cm de profondeur et déposez un tubercule tous les 30 cm, germe vers le haut, recouvré de terre. Ces plantations précoces vous donneront des récoltes dès le début de l'été. Imaginez déguster vos propres pommes de terre nouvelles en juin. C'est une récompense qui justifie amplement l'effort de ce début de saison. Attaquons-nous maintenant à la taille. Mars est le dernier mois pour tailler certains arbres fruitiers, notamment les arbres à pépins comme les pommiers et les poiriers. La taille des arbres à noyaux, comme les pruniers ou les cerisiers, se fera plutôt en fin d'été. Pourquoi tailler ? Pour 3 raisons principales. Aérer le centre de l'arbre pour que la lumière y pénètre et limiter les maladies, stimuler la production de fruits en favorisant les branches fruitières et donner une forme harmonieuse à l'arbre. Les règles de base sont simples, utilisez toujours un sécateur ou une scie bien désinfectée et affûtée. Commencez par enlever le bois mort ou malade. Ensuite, supprimez les branches qui se croisent ou qui poussent vers l'intérieur de l'arbre. L'objectif est de créer une structure en gobelet ouverte au centre. N'ayez pas peur de couper, mais ne taillez jamais plus d'un tiers de la masse totale de l'arbre en une seule fois. Chaque coupe doit être nette, faite juste au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur. C'est une opération qui demande un peu de pratique, mais qui est fondamentale pour la santé et la productivité de votre verger. Un des plus grands dangers en mars, c'est le faux sentiment de sécurité.
Une belle journée ensoleillée peut être suivie d'une nuit de gelée blanche dévastatrice. Il faut donc rester constamment sur ses gardes et avoir son matériel de protection à portée de main. Je parle des voiles d'hivernage, ces tissus légers qui peuvent faire gagner quelques degrés précieux, mais aussi des cloches, des tunnels en plastique ou même des bouteilles en plastique coupées pour protéger les plants individuels. Surveillez attentivement la météo. Si une nuit claire et sans vent est annoncée après une journée douce, le risque de gelée est maximal. Le soir, avant la tombée de la nuit, couvrez vos semis en pleine terre et vos jeunes plants les plus fragiles. Pensez à retirer ces protections le matin dès que la température remonte pour que les plantes puissent profiter du soleil et que l'air circule, ce qui évite le développement de maladies. C'est une petite contrainte, mais elle peut littéralement sauver vos premières cultures. Un jardinier prévoyant est un jardinier qui récolte. N'oubliez jamais cette règle d'or du mois de mars. Pendant que vous jonglez avec la météo dehors, les semis continuent à l'intérieur. Après les tomates et les poivrons, la deuxième semaine de mars est parfaite pour démarrer une nouvelle vague de semis sous abri. C'est le tour des différentes variétés de laitue qui pourront être repiquées plus tard pour une récolte échelonnée. Pensez aussi aux choux, choux-fleurs, brocolis, choux-cabus. Ils apprécient un démarrage au chaud avant d'être plantés en pleine terre. C'est également un excellent moment pour semer la plupart des herbes aromatiques, comme le basilic, qui est très frileux, le persil, la ciboulette. Pour ces semis, la technique reste la même que pour les tomates, mais la température de germination n'a pas besoin d'être aussi élevée. Une pièce lumineuse autour de 18 à 20 degrés est suffisante. L'idée est de créer une véritable nurserie. En ayant des plants de différentes espèces et à différents stades de développement, vous vous assurez d'avoir toujours quelque chose à planter au potager dès que les conditions le permettront. C'est le principe même de la planification et de l'échelonnement des cultures, la clé d'un potager productif sur toute la saison. Nous voilà à la troisième semaine de mars. Le soleil est généralement plus présent, le sol continue de se réchauffer. C'est le coup d'envoi pour une nouvelle série de semis, directement en pleine terre cette fois. Les conditions sont maintenant réunies pour les légumes racines qui n'aiment pas être repiqués. Je pense en premier lieu aux carottes et aux radis. Pour eux, la préparation du sol est primordiale. Il doit être très meuble, sans aucun caillou pour que les racines puissent se développer bien droites. Travaillez le sol en surface avec un croc pour obtenir une terre très fine, comme de la semoule. Tracez des sillons, peu profonds, d'1 centimètre à peine, semez les graines le plus clair possible. C'est le défi avec les petites graines comme celles des carottes. Une astuce consiste à les mélanger avec du sable sec pour faciliter la dispersion. Refermez le sillon et plombez, c'est-à-dire tassez fermement la terre avec le dos du râteau pour assurer un bon contact entre la graine et le sol. C'est aussi le moment de semer les épinards, la roquette et le mesclun, des verdures qui poussent vite et apprécient de la fraîcheur du début de printemps. Pour ces cultures, un léger arrosage en pluie fine après le semis est bénéfique si la terre est sèche. Pendant que vous semez dehors, vos premiers semis faits à l'intérieur ont bien grandi. Les plants de tomates ou de laitue ont développé leurs premières vraies feuilles. Il est temps de penser à une étape cruciale mais souvent mal comprise, l'endurcissement, aussi appelé acclimatation. Vos plants ont poussé dans un environnement douillet, sans vent, sans variation de température, avec une lumière filtrée. Les sortir et les planter directement dehors serait un choc terrible qui pourrait les tuer. Il faut donc les habituer progressivement. Le processus dure environ 1 semaine à 10 jours. Le premier jour, sortez-les seulement 1 heure, à l'ombre et à l'abri du vent. Le deuxième jour, 2 heures. Augmentez progressivement la durée d'exposition et commencez à les mettre un peu au soleil, d'abord le matin, puis un peu plus longtemps chaque jour. N'oubliez pas de les rentrer chaque soir. C'est un processus qui demande de la discipline, mais qui est absolument indispensable pour obtenir des plants robustes et vigoureux, prêts à affronter les conditions réelles du potager. Sauter cette étape, c'est courir à l'échec lors de la plantation. Retournons au verger pour la suite de la taille. Après les arbres à pépins, c'est au tour des petits fruits de recevoir leurs soins. La taille des framboisiers est particulièrement importante. Il faut distinguer les framboisiers non remontants, qui fructifient une seule fois en été sur le bois de l'année précédente, des framboisiers remontants qui fructifient 2 fois. Pour les non remontants, coupez au ras du sol toutes les tiges qui ont déjà donné des fruits, elles sont sèches et grises. Conservez les nouvelles pousses de l'année, plus claires, qui fructifieront cette année. Pour les remontants, vous avez 2 options, soit vous taillez tout au ras du sol pour n'avoir qu'une seule grosse récolte en fin d'été, soit vous coupez simplement l'extrémité des tiges qui a fructifié à l'automne. Celles-ci donneront une petite récolte au début de l'été, avant la grosse production sur les nouvelles cannes. Pensez aussi à tailler les groseilliers et les cassissiers en aérant le centre de l'arbuste et en supprimant les branches les plus anciennes, plus foncées, pour favoriser le renouvellement du bois.
Le mois de mars est aussi le moment idéal pour démarrer ou réactiver votre tas de compost. Avec le nettoyage du jardin, vous avez sûrement accumulé pas mal de déchets verts, c'est la base de votre futur or noir. Un bon compost repose sur l'équilibre entre les matières vertes, riches en azote, et les matières brunes, riches en carbone. Les matières vertes, ce sont vos tontes de gazon fraîches, les fans de légumes, les épluchures de cuisine. Les matières brunes, ce sont les feuilles mortes de l'automne, les petites branches broyées, le carton non imprimé, la paille. La règle est de mettre environ 2/3 de matière brune pour 1/3 de matière verte. Alternez les couches et veillez à ce que le tas reste toujours légèrement humide, comme une éponge essorée. Si vous avez un composteur, mélangez le contenu avec une fourche pour l'aérer. Un compost bien géré ne sent pas mauvais. C'est le cœur battant d'un jardin biologique, la machine à recycler qui transformera vos déchets en un amendement incroyablement riche pour votre sol. Abordons un sujet qui divise les jardiniers, le calendrier lunaire. Faut-il vraiment semer les carottes en lune descendante et en jour racine? Pour certains, c'est une croyance sans fondement scientifique. Pour d'autres, c'est un guide précieux qui permet d'optimiser chaque geste au jardin en se synchronisant avec les cycles naturels. Sans prendre parti, on peut analyser la logique. L'influence de la Lune sur les marées est un fait avéré. L'idée est que cette attraction influencerait aussi la circulation de la sève dans les plantes. En lune montante, la sève serait plus concentrée dans les parties aériennes, favorisant les greffes et les récoltes de fruits et de fleurs. En lune descendante, la sève descendrait vers les racines, ce serait donc le moment idéal pour planter, repiquer et travailler le sol. Le calendrier lunaire distingue aussi les jours feuilles, fleurs, fruits et racines en fonction de la constellation traversée par la Lune. Mon conseil, ne vous laissez pas paralyser par cela. Le plus important reste la météo et l'état de votre sol. Mais si cela vous intéresse, essayez sur une petite parcelle. Faites un rang de radis en suivant la Lune et un autre sans. C'est la meilleure façon de vous faire votre propre opinion. Nous voici dans la dernière semaine de mars. Le rythme s'accélère. C'est le moment parfait pour mettre en place le paillage sur les zones déjà préparées et plantées. Pailler, c'est couvrir le sol nu avec une couche de matière organique. Les avantages sont immenses. Premièrement, cela limite la pousse des herbes indésirables. Une bonne couche de paillis prive de lumière les graines d'adventice et les empêche de germer. Deuxièmement, cela protège le sol. Le paillage évite le phénomène de battance lorsque la pluie crée une croûte dure à la surface du sol. Il maintient une température plus constante et surtout, il conserve l'humidité, ce qui réduira considérablement vos besoins en arrosage plus tard dans la saison. Enfin, en se décomposant lentement, le paillage nourrit le sol et sa vie microbienne. Quels matériaux utiliser? Au printemps, privilégiez des paillis légers qui ne vont pas trop freiner le réchauffement du sol. Les tontes de gazon séchées, la paille, le foin ou même les feuilles mortes broyées de l'automne sont parfaits. Étalez une couche de 5 à 10 cm d'épaisseur en prenant soin de laisser un petit espace libre autour du collet de vos plantes pour éviter la pourriture. La fin du mois de mars marque aussi la fin de la période idéale pour les plantations d'arbres et d'arbustes à racines nues. Si vous souhaitez ajouter un arbre fruitier ou une haie champêtre à votre jardin, c'est maintenant ou jamais, avant que les bourgeons ne commencent vraiment à s'ouvrir. Planter à racines nues est plus économique et assure une meilleure reprise que les plantations en conteneurs. La préparation du trou de plantation est essentielle. Il doit être large et profond, au moins 2 fois la taille du système racinaire. Décompactez bien la terre au fond du trou. Avant la plantation, il faut habiller et praliner les racines. L'habillage consiste à couper légèrement l'extrémité des racines pour stimuler la pousse de nouvelles radicelles. Le pralinage, c'est tremper les racines dans un mélange d'eau, de terre et de fumier pour bien les hydrater et favoriser le contact avec la terre. Placez l'arbre dans le trou, en veillant à ce que le collet, la jonction entre les racines et le tronc, soit au niveau du sol. Rebouchez avec la terre extraite, tassez bien et formez une cuvette d'arrosage. Un arrosage copieux, même s'il pleut, est indispensable pour chasser les poches d'air. Qui dit nouvelle pousse dit aussi arrivée des premiers ravageurs comme les limaces et les pucerons. La fin mars est le moment de mettre en place vos stratégies de prévention, de manière entièrement naturelle. Pour les limaces, qui adorent les jeunes pousses tendres, créez des barrières avec de la cendre, de la sciure ou des coquilles d'œufs écrasées autour de vos plants les plus sensibles. Vous pouvez aussi installer des pièges à bière. Pour les pucerons, favorisez la présence de leurs prédateurs naturels, les coccinelles. Vous pouvez installer des hôtels à insectes ou planter des fleurs qui les attirent, comme la capucine, qui servira aussi de plante-piège en attirant les pucerons sur elle plutôt que sur vos légumes. Pensez aussi à pulvériser une solution de savon noir dilué dans de l'eau sur les colonies de pucerons dès leur apparition. L'objectif n'est pas d'éradiquer toute forme de vie, mais de maintenir un équilibre. Un jardin sain est un écosystème où les ravageurs sont régulés par leurs prédateurs. C'est la base de la permaculture et du jardinage biologique.
Anticiper, c'est le maître mot du jardinier. Même si vos plants de tomates sont encore de petites plantules à l'intérieur, leurs besoins futurs se préparent maintenant. C'est le moment de penser aux supports et aux tuteurs. Pour vos pois, que vous avez semés au début du mois, ils vont bientôt commencer à produire des vrilles et auront besoin de s'accrocher. Installez des rames, des branchages ramifiés plantés le long du rang ou un grillage. Pour les futurs de tomates, préparez vos tuteurs. Les classiques tuteurs en bambou ou en bois, les tuteurs en spirale ou même des cages à tomates. Assurez-vous qu'ils soient propres et solides. Les installer plus tard, lorsque les plants sont déjà grands, risquent d'endommager les racines. Pensez aussi aux structures pour les haricots à rames, les concombres, les courges grimpantes. En planifiant et en préparant ces structures maintenant, vous gagnez un temps précieux pour plus tard et vous vous assurez que vos plantes auront le soutien nécessaire pour une croissance verticale optimale, ce qui est synonyme de gain de place, de meilleure aération et de facilité de récolte. Alors que Mars touche à sa fin, prenez un moment pour faire le point. C'est la dernière mission et non la moindre. Revenez à votre carnet du début du mois. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quels semis ont levé rapidement? Quelles zones du potager semblent les plus prometteuses? Y a-t-il eu des échecs? Une série de semis qui n'a pas levé? Essayez de comprendre pourquoi. Était-ce la température, l'humidité, la qualité des graines? Le jardinage est un apprentissage constant. Chaque saison est différente. Ce bilan de fin de mois est essentiel pour ajuster votre plan pour avril, qui sera un mois d'une intensité encore plus grande, avec les plantations de la plupart des légumes d'été. Notez ce que vous devez semer ou planter en priorité début avril. Préparez les espaces nécessaires. Cette phase de révision et de planification vous permet de ne pas être submergé par les événements et de garder le contrôle. Vous avez posé des fondations solides tout au long du mois de mars. Vous êtes maintenant prêt pour la suite de l'aventure, avec un potager qui a pris un départ exceptionnel. Et voilà, le mois de mars est terminé. Nous avons nettoyé, aéré, amendé, semé au chaud, semé en pleine terre, planté, taillé, protégé et planifié. Vous avez accompli un travail colossal, la base de toute votre saison. Mais vous souvenez-vous de la tâche contre-intuitive dont je vous ai parlé au début? La voici. La chose la plus importante que vous ayez faite en mars n'est pas une action, mais un état d'esprit. C'est l'observation. En prenant le temps de regarder votre terre, de comprendre ses besoins, de suivre le rythme de la nature sans la brusquer, vous êtes passé du statut de simple jardinier à celui de partenaire de votre potager. C'est ce dialogue silencieux avec votre environnement qui fait toute la différence. Le vrai secret d'un jardin luxuriant, ce n'est pas dans un livre ou une vidéo, c'est sous vos pieds. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce plan d'action vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer le guide du mois d'avril. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la tâche la plus importante à vos yeux que vous ne manquez jamais de faire en mars dans votre potager? Partagez votre secret dans les commentaires ci-dessous, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt et bon jardinage.